Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Verne, INSPE, Clermont-Verne. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la relation entre des savoirs disciplinaires et les savoirs sociaux. Je vais prendre les exemples dans le cadre des cycles 1, 2, 3 de SVT. La transposition dans d'autres disciplines serait tout à fait faisable de la même façon. Je vais m'intéresser au flux d'énergie dans les écosystèmes, à l'alimentation et hygiène alimentaire, à la digestion et assimilation des nutriments. J'irai très vite sur ces deux parties pour ne faire que les ouvertures sur les éducations 1. Si je prends les flux d'énergie dans les écosystèmes, on peut envisager cette question de façon descendante à partir des concepts, je vous le fais dans un instant. On peut aussi l'aborder à partir d'un certain nombre de questions beaucoup plus sociales. Si j'aborde ces questions-là à partir des concepts, je vais parler de production primaire, c'est-à-dire des êtres vivants qui produisent en premier de la matière organique, uniquement à partir des éléments minéraux et à partir de l'énergie lumineuse. Puis ils sont consommés par des consommateurs primaires qui ont un régime alimentaire, alors végétarien, végétalien, qui ont un régime phytophage, c'est-à-dire qui mangent des végétaux vivants, puis des consommateurs secondaires qui mangent ces animaux. On a donc des producteurs primaires, des consommateurs primaires, consommateurs primaires, on a des consommateurs secondaires, on a des consommateurs tertiaires. Ce qui est placé ici, c'est ce qu'on va appeler le niveau trophique, P1, C1, C2, C3. Ce que l'on a ensuite, c'est des chaînes alimentaires, normalement linéaires, mais qui peuvent éventuellement être ramifiées. Nous parlerons alors de réseaux trophiques. La pyramide alimentaire matérialise le fait que dans un écosystème de prairies, on a à peu près une tonne de végétal à l'hectare, on a seulement 100 kg d'animaux consommateurs primaires, pour 10 kg d'animaux au niveau C2, pour même pas 1 kg au niveau C3. On prend ça dans un écosystème, une chaîne terrestre, on le transpose dans une chaîne aquatique et on a rigoureusement la même chose. Il s'agit donc d'un concept, c'est-à-dire que globalement, plus on monte dans les niveaux trophiques et moins il y a de biomasse animale de chaque niveau. Ça, c'est les savoirs intrinsèques mis dans le BO, ce qu'on ne peut pas ne pas savoir pour enseigner ça. Les savoirs extrinsèques, c'est ceux qui vont permettre de mettre du sens, de mettre de la vie, de mettre de l'émotion. Et donc, ce ne seront que des exemples, ça ne sera pas exigible en termes de connaissances. Maintenant, on a quand même le droit de rester critique. Quand on prend ce document, pris dans un bouquin, peut-être pas toujours avec assez de discernement, on a des producteurs primaires, en l'occurrence une plante style tournesol. Ce tournesol est mangé par un criquet. Ce criquet est mangé par cette bestiole. Cette bestiole est mangée par cette bestiole. Bon. Ce qui est globalement vrai, c'est effectivement la quantité d'énergie que l'on trouve à chaque niveau trophique. Sauf que la question dans les cycles 3, le joule ne va pas évoquer grand-chose. Il vaudra peut-être mieux rester sur de la biomasse, une masse, et pas une transformation en énergie. Alors c'est pas idiot pourtant, parce que en fait, la masse du soleil, on ne peut pas la mesurer, donc il faut convertir la masse en énergie. Ce que je veux dire par là par contre, c'est que transposer ça tel quel, même dans une classe de cycle 3, va poser de nets problèmes. Après, là où je dis le devoir de ne pas présenter d'erreur. Lorsque vous voyez une bestiole comme cela, qui est un consommateur secondaire, qui, de par ses caractéristiques, correspond à un mulot, grandes oreilles, grande queue, c'est un mulot. Un mulot bien élevé, ça mange des graines. Ça ne mange pas des criquets. Ou alors c'est super mulot. Donc, ce que je veux dire par là, c'est faites attention de ne pas propager des erreurs de proche en proche comme ça, parce que dans un bouquin, à tel endroit, une simplification a été faite. Prendre ceci tel quel, le transposer à des enfants chez nous,
bonjour l'introduction du serpent à sonnette. Donc oui, cet exemple-là peut avoir une validité, pour autant qu'on fasse attention à ne pas faire manger n'importe quoi à n'importe qui, mais on a quand même un devoir de vérité, un devoir de ne pas présenter d'erreur. Le souci de rapprocher les enfants de la nature, oui, tout à fait. Enfin, si la nature, c'est un champ d'exploitation agricole, industrielle, il faut peut-être quand même un tout petit peu se méfier. Nous sommes, en prof des écoles, un des derniers bastions naturalistes. Donc il n'y a pas de secret, on n'a pas le droit de dire des bêtises. Puis si vous dites des bêtises, ne vous inquiétez pas, les parents vont se charger de vous le faire savoir. Alors, soit on prend les choses comme je l'ai montré, mais on peut aussi les prendre dans le sens inverse. C'est-à-dire que ça ne nous empêchera pas de faire des sciences, mais on a tout à fait le droit de partir de quelque chose qui peut être intéressant. Pourquoi le prix du bœuf sera-t-il toujours supérieur à celui de la carotte? Je fais simple. Voilà un bœuf, enfin voilà la vision qu'on peut avoir d'un bœuf, c'est-à-dire que quand on le regarde, on le scanne et on voit les prix des morceaux. Ce bœuf, si on le regarde, un bœuf d'une tonne, pourquoi le prix du bœuf sera toujours à quelques dizaines d'euros, alors que le prix de la carotte sera à quelques euros le kilo? Les enfants vont nous dire, c'est parce que le bœuf est gros. En fait, cet argument n'est pas valable puisque c'est le prix au kilo. Les enfants vont dire, les carottes, c'est nombreux. Alors, les bœufs, on ne peut pas en faire pousser à la maison. On ne peut pas en avoir à la maison. Cet argument n'est en fait pas valable parce qu'on raisonne toujours en prix au kilo. Alors, pour information, c'est évidemment polémique parce qu'un bœuf, pas plus qu'un lapin, ne mangera de carottes. Si vous nourrissiez un bœuf avec des carottes, si vous nourrissiez un lapin avec des carottes, il serait mort dans les 3 semaines. Pour des problèmes de digestion et autres. Alors, pourquoi, malgré cette métaphore, pourquoi le prix du bœuf sera toujours supérieur? Alors, j'ai pris ici des bottes de foin. Une botte de foin, c'est quelques euros la botte, entre 1 et 5-6 euros selon l'endroit où vous allez l'acheter. Ce qui m'amène à la question. Si on est tous d'accord qu'un bœuf, ça fait aussi des bouses, en fait, un bœuf, c'est un truc qui va vous transformer du foin en viande. Excusez-moi de regarder de façon aussi mécaniste, mais quand quelqu'un veut produire de la viande, c'est comme ça qu'il raisonne. Je mets quelle quantité dans la bouche, il ressort telle quantité de bouse, et effectivement, la question se pose de savoir quelle quantité il va falloir mettre dans un bœuf pour qu'il produise 1 tonne de viande. Eh bien, vous allez voir qu'il faut quand même à peu près la moitié de ce volume-là pour arriver à nourrir un bœuf. Non, il faut ça, pour nourrir un bœuf pendant 1 année. Et en fait, si vous vous amusez à regarder à quelques euros la botte, vous comprenez bien qu'il va falloir enfourner du matériel dans votre bœuf pour produire ça. Il est donc totalement normal que le prix du bœuf ne puisse pas être celui de la carotte. Vous allez me dire, c'est dû à quoi? Mais si, vous le savez, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est l'histoire des C1, C2, C3. Là, nous sommes sur des producteurs primaires, et là, nous sommes sur des producteurs secondaires. On revient quelques instants sur ce qu'on avait vu. Il y a 10 fois plus de consommateurs, 10 fois moins de consommateurs primaires que de producteurs primaires, 10 fois plus que de consommateurs primaires. Et donc, il nous faut 10 fois le volume, largement, pour arriver à produire le même volume de bœuf. Il est donc normal, simplement parce que le bœuf est un C1 et la botte de foin sera du producteur primaire. C'est maintenant, je m'intéresse au thon. Un thon, ce sera toujours quelques dizaines d'euros, alors que de la sardine, on peut en avoir pour beaucoup moins cher. Si vous posez la question aux enfants, les enfants vont encore vous mettre en avant le fait que le thon, c'est rare, ce qui n'est pas faux. Le thon, c'est rare, le thon, c'est ceci, le thon, c'est gros, le thon, c'est rare. Bon.
en fait, tous ces arguments ne sont pas valables, puisque de toute façon, on va raisonner en prix au kilo. En fait, il faudra retourner. Pourquoi les sardines sont-elles aussi abondantes? Et surtout, où se situe la sardine par rapport au thon? Un thon bien élevé va consommer de la sardine. La sardine va consommer du krill, des œufs de poisson, des petites crevettes, tout ce qui va vivre dans l'eau, zooplancton, ou au fond, zoobenthos. Que mangent ces bestioles? Ces bestioles vont manger des algues, qu'elles soient fixées sur le sol, sur ce littoral, ou qu'elles soient en pleine eau, comme ce phytoplancton. Et donc, en fait, quand on regarde cela, on a quand même quelques éléments pour dire le thon, pour faire pour faire 1 kilo de thon, il faut 10 kg de sardines, il faut 100 kg de zooplancton, il faut 1 tonne de végétal. C'est exactement ce que je vous montrais dans la première pyramide. Et ce que je voudrais vous faire partager, c'est qu'on peut très bien partir de questions vives sur le plan social, en partant de ces aspects-là, pour effectivement mobiliser les concepts scientifiques au moment où on en a besoin, pour écarter un certain nombre de choses. Alors quand je dis écarter, il faut faire attention. Pourquoi le prix du thon est-il aussi élevé? C'est parce qu'il est à un niveau trophique supérieur à celui de la sardine, mais aussi parce qu'il est effectivement devenu rare et que certaines lois économiques, parfois fallacieuses, lois de l'offre et de la demande, font qu'effectivement son prix va augmenter. Mais la réduction du thon, le fait qu'il y ait de moins en moins de thon, lié à la surpêche, lié au fait qu'on les pêche trop tôt. Un thon se reproduit bien généralement aux alentours de 30 ans. Donc quand on pêche un thon de 15 ans, il ne s'est jamais reproduit, on provoque la chute des thons. Mais pourquoi la sardine est-elle aussi peu chère? Mais la sardine est aussi peu chère parce qu'elle n'a pas ou moins de prédateurs. Ou du moins que d'autres prédateurs ne sont pas mis sur le marché de la prédation de la sardine. Et effectivement, les sardines sardinelles sont beaucoup plus nombreuses. Donc, dans ce deuxième exemple, ce que je voulais vous pointer, c'est que nous sommes toujours sur ce principe de transfert de flux d'énergie entre les niveaux trophiques. Si maintenant, ici, est-ce qu'il y a pire que le thon? Eh oui, producteur primaire, consommateur primaire, sardines, c'est 2. Les sardines, c'est 2. Le thon, c'est 3. Et le requin, lorsque les thons sont petits, consomme les thons. Et donc, effectivement, manger du requin, vous avez compris que ce serait encore pire que de manger du thon. Mais personne ne mange du requin, bien sûr. Je plaisante. Donc, par rapport à cela, si maintenant je m'intéresse à la question, et si tout le monde mangeait du bœuf, pourrions-nous survivre sur Terre? Alors si tout le monde mangeait du bœuf, eh bien je vous ramène, non pas à nos moutons, mais à nos animaux ici. Pour produire ces quelques bottes de foin, il faut un volume sur Terre. Or, si on regarde le volume sur Terre, je vais juste vous donner 2-3 chiffres. Nous sommes aujourd'hui sur Terre avec une prédominance de la nutrition humaine végétale. Nous sommes en train de basculer vers une nutrition qui intègre de plus en plus de produits animaux. Typiquement le bœuf, qui est le summum qualitatif de ce que tout le monde veut manger sur Terre, ou presque tout le monde. Mais parce qu'on a fait quelques manipulations pour leur laisser croire que c'est la nourriture idéale. Alors si tout le monde mangeait du bœuf, pourrions-nous survivre sur Terre? Eh bien, non. Non, pour une raison toute bête. Je reviens. Si tout le monde mangeait du bœuf, il faudrait... Alors, est-ce qu'il faudrait doubler, si par exemple on multipliait par 2 la quantité de bœuf qui soit consommée? Est-ce qu'il faudrait multiplier par 2 la surface agricole? Non!
C'est pas par 2 qu'il faudrait la multiplier, mais beaucoup plus, puisque principe de Lindemann, 10% d'énergie transmise, c'est évidemment beaucoup plus que 2. Or, des surfaces agricoles nous permettant de faire de la production de foin, on en manque. Ou alors, on va taper sur les forêts, sur les volumes de forêt, et là, faire écrouler la biodiversité. Pour vous donner une idée, si je prenais une transposition, l'exemple du cochon, la moitié du cochon français n'est pas français, il vient de l'étranger. C'est-à-dire des pays du Nord, des pays de l'Est. Mais de toute façon, le problème ne se pose même pas comme ça. Pour nourrir nos cochons, il faut les nourrir avec de l'alimentation. L'alimentation est quand même très fondamentalement à base, du moins dans certains types d'élevage, on est d'accord, hein, je ne vais pas caricaturer non plus. Dans certains types d'élevage, c'est à partir de sorgho, mais plus généralement de soja. Pour produire la quantité d'animaux que nous mangeons en France, il faudrait à peu près 3 départements d'Aquitaine pour produire ce volume de soja. Donc rassurez-vous, on ne les produit pas en France. Notre soja, nous le produisons en Amazonie, avec quelques légères conséquences sur la forêt amazonienne, ou on le produit en Asie, du côté des zones semi-tropicales, humides. Donc en gros, est-ce que si tout le monde mangeait du bœuf, est-ce que nous pourrions survivre sur Terre? Non, parce qu'on n'a pas tout à fait assez de terre. Je continue rapidement sur ces flux d'énergie. Je vais passer rapidement, donc vous venez de comprendre cette règle des 10% d'énergie transmise entre producteurs primaires C1, C2, C3. Nous avons ici de l'herbe, nous avons des chevreuils, et au-dessus nous avons des coyotes. Ce schéma est d'un ridicule total. Est-ce que parce que je vois un coyote manger un chevreuil, je vais considérer que c'est un consommateur secondaire? Un coyote, avec la taille qu'il a, face à un chevreuil, il a déjà peur. Face à un cerf, c'est plus de la peur. Il n'est pas de taille. Donc, un coyote, c'est pas parce qu'on le voit manger une dépouille de chevreuil qu'il peut le faire. En plus, les coyotes vivent en famille et pas comme les loups en bande. Est-ce que parce qu'on a vu un jour un loup manger un coyote, ça veut dire que le coyote est, lui, c'est deux, déjà première erreur, et le loup est là? Eh bien non. Non, ce genre de documents, vous devez les traquer et bien expliquer leur ridicule. Ok, producteurs primaires, chevreuils, cerfs, etc. Mais les loups se situent à ce niveau de consommation secondaire. Et surtout pas comme des consommateurs tertiaires. Même si effectivement ils régulent tous les animaux qui sont au-dessous. Alors les coyotes, on les met où les coyotes? Eh bien on a simplement oublié un détail, mais j'y viens dans un instant, c'est que la majeure partie des végétaux qui sont produits ne sont pas consommés de leur vivant. Et ils vont mourir et être décomposés. Mais une bonne partie des chevreuils ne seront pas forcément consommés de leur vivant et ils vont être décomposés aussi. En fait, je suis en train là de vous planter le décor des chaînes de décomposeurs. Attention, vous raisonnez trop souvent en chaîne de producteurs primaires C1, C2, C3 et pas en chaîne de décomposition. On y vient dans l'exemple suivant. Si maintenant je prends l'exemple d'une vache normande, je vais enlever les joules et je vais transformer ça en kilos. Quand je mets dans une vache normande 14 kilos de foin, elle va en assimiler une partie, elle va en respirer une partie, la moitié, elle va transformer de la matière organique par la respiration en déchets O2, CO2 et par ailleurs en énergie qui va être de l'énergie mécanique, etc. Thermique et j'en passe. Et elle va produire 2 kilos. 2 kilos de quoi? Dans le cas d'une vache normande, on va considérer que c'est du lait. Maintenant, elle va aussi produire de la matière non assimilée, en l'occurrence la bouse de vache. Et va quand même vous en faire à peu près pour 4 kilos. Voilà le budget énergétique simplifié pour une vache. Et donc la question que je vous pose, c'est pourquoi le poulet d'élevage en batterie coûtera si peu cher? Et le porc, pourquoi coûtera-t-il toujours moins cher que le mouton? Alors c'est simple en fait. Quand vous avez un poulet d'élevage
vous excuserez le cynisme de ma démonstration. Le but est de le mettre dans des endroits extrêmement confinés pour qu'il ne bouge pas. Pourquoi pour qu'il ne bouge pas? Pour que la respiration soit la plus faible possible. Le but du jeu, c'est de diviser la respiration, si possible, par 2 pour augmenter la production. Le poulet, ce ne sera pas du lait, mais ce sera de la viande. Deuxième chose, le poulet, on n'élève pas le poulet pour qu'il fasse caca. On élève le poulet pour qu'il produise de la viande. Et donc, on va lui donner de la nourriture qui sera la plus riche en azote possible et qui engendre le moins de déchets possible. On va donc lui donner des aliments riches en azote, c'est-à-dire des protéines. Et donc, au lieu de lui donner uniquement du grain, on va lui donner des choses qui ont bien souvent été produites par des animaux déjà. C'est-à-dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire des déchets de poissonnerie, de sardines ou autres. C'est-à-dire des déchets d'élevage de poulets, d'élevage de cochons, des carcasses animales. On va lui donner des farines animales. Et on va lui donner aussi, ce qui est l'idéal pour la poule, c'est du soja. Et effectivement, vous avez compris que là, on va faire exploser les volumes de surface cultivés à l'échelle de la Terre pour nourrir nos poulets d'élevage. Alors un poulet d'élevage coûte moins cher, simplement parce qu'on considère qu'on lui donne de la nourriture qui est de bonne qualité sur le plan purement technique, qui fait peu de déchets, on réduit sa respiration en la confinant, on va chauffer l'ensemble des poules pour qu'elles ne perdent pas d'énergie à se réchauffer, on va limiter toutes les pertes, et en fait, ça va être une usine à transformer de la matière en d'autres matières. Alors, je jette un voile pudique sur ce que je pense de l'élevage industriel qui tient totalement compte du bien-être animal. C'est un autre problème que je ne vais pas aborder là. Pourquoi le porc sera-t-il toujours moins cher que le mouton? Ben, c'est qu'un porc, ça a des rendements qui sont colossaux. Alors qu'un mouton, ça va manger de l'herbe. Alors que dans un porc, vous pouvez mettre absolument n'importe quoi, pratiquement même des huiles de vidange qu'il sera capable de digérer. Donc en fait, tout ce qui est déchet pour le porc tout ce qui est déchet pour nous sera considéré par le porc comme des aliments qui peuvent lui permettre, considérés par l'humain comme étant des aliments qui peuvent nourrir le porc. Voilà donc quelques remarques, même si vous avez compris que d'un point de vue moralité, c'est douteux. Et donc ça m'amène à vous amener à un problème tout bête. Est-ce que la science a pour but de valider l'élevage industriel? Non, la science est là pour vous dire voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on peut faire. Mais elle ne peut pas être envisagée seule, car il faudrait quand même parler des aspects sociaux. Voilà la surface de la Terre. La moitié de la surface de la Terre agricole, c'est fait pour produire de la nourriture animale, ce qui est complètement ridicule. Donc vous ne pouvez pas apporter une réponse uniquement prise en SVT pour répondre à cette question-là. Vous ne pouvez pas ne pas envisager la question éthique. Vous ne pouvez pas ne pas envisager la question économique. Il est donc important de bien marquer que les SVT vont nous apporter certaines choses. Alors, c'est qui le roi de la forêt? Alors bien sûr, vous pourriez penser que le roi de la forêt, c'est le cerf, c'est les mammifères. En fait, si on regarde dans la forêt, il y a quelques centaines de graines de cerf par hectare de forêt en moyenne. Il y a à peine 2 fois plus de tous les autres oiseaux, de tous les autres mammifères. Quelques centaines de grammes. Et par contre, c'est qui la bestiole qui est la plus importante en termes de quantité à l'hectare? C'est lui. C'est lui, le ver de terre. Vous avez plus d'1 tonne de ver de terre à l'hectare. Et donc, en fait, le roi de la forêt, c'est le ver de terre. Eh oui, mais pourquoi y a-t-il autant de vers de terre dans une forêt? En fait, quand vous avez les feuilles dans une forêt, ces feuilles, pour 9/10 d'entre elles, vont tomber au sol. Elles peuvent être considérées comme mortes.
En tout cas, c'est de la matière organique. Matière organique qui va être consommée par le ver de terre, qui va être consommée par tous les petits amis du ver de terre, c'est-à-dire le cloporte, qui va prendre les feuilles découpées déjà par le ver de terre bien souvent, et les redécouper en morceaux plus petits. Et les cloportes qui vont les découper encore en morceaux plus petits. Tout ça passe par le caca, par la chaîne de la décomposition. Les colamboles, qui reçoivent des morceaux encore plus petits, inframillimétriques, eux vont pouvoir se nourrir de ces milliers de fragments de feuilles issus d'une seule feuille. Et puis, effectivement, ils vont augmenter la surface de contact des feuilles, puisqu'elles sont coupées en tout un tas de petits morceaux. Et cela va donner, effectivement, le substrat qui va être nécessaire pour que les filaments de champignons puissent se développer et que les bactéries puissent agir. Et donc, si vous me reposez la question, alors c'est qui le roi de la forêt? Le roi de la forêt, c'est celui qui a le plus d'effets dans la forêt. C'est mon ver de terre. Et il est quantitativement pratiquement 1000 fois plus abondant que le cerf ou tous les autres mammifères qui vivent au-dessus. Il serait donc complètement fou d'envisager une forêt en envisageant que ce qui est au-dessus du sol et en envisageant que la chaîne des producteurs primaires, secondaires, des producteurs primaires, C1, C2, C3. Et non, il faut envisager la deuxième grande chaîne alimentaire qui est celle de la décomposition et qui représente les trois quarts des chaînes alimentaires sur Terre. Mais alors ça veut dire que nous, en tant qu'enseignants, nous ne pouvons pas ne pas traiter de cela. Je vous donne un exemple qui va être traité par l'absurde. Imaginez une forêt dans laquelle des promeneurs se déplacent sans arrêt. Ils se déplacent, à chaque pas, ils écrasent la faune du sol, et je me retrouve avec une diminution drastique des cloportes, de toutes ces bestioles-là. Typiquement, les champignons et les bactéries vont dire, oui, mais nous, on ne peut pas décomposer quand ce n'est pas déjà en petits morceaux. Du moins, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et donc, champignons et bactéries ne vont plus décomposer la matière organique pour la retransformer en matière minérale, et ça va aller beaucoup plus lentement. Et qui va faire la tête? Ceux qui vont faire la tête, c'est ceux qui, par le côté cyclique, avaient besoin des éléments minéraux produits par les champignons, les bactéries, voire l'ensemble de la faune du sol. Et effectivement, les arbres ne vont plus pousser. Ils vont moins pousser. Et donc, dans une forêt surpiétinée, effectivement, on détruit la faune du sol, mais on détruit le cycle de la matière qui ramène la matière minérale dans le sol, ce dont ont besoin les végétaux. Moralité de l'histoire. Soit on pousse le raisonnement vers l'absurde, le plus total, puisqu'on a détruit la faune du sol, eh bien on va remettre de l'engrais. Mais c'est la logique que l'on a mis dans l'ensemble de l'agriculture industrielle française. L'autre voie, et elle existe, c'est la voie de la décomposition dans un sol. Un sol, c'est vivant. Un sol, il y a des horizons avec de l'accumulation de matière organique, de matière minérale. Dans un sol, il y a de la vie. Alors bien sûr, si on pousse le raisonnement à l'absurde, on va détruire la structure d'un sol et on va remplacer ce que faisaient gratuitement tous les animaux du sol, ça s'appelle des services écosystémiques, on va remplacer tout cela par des engrais que l'homme produit à grand renfort d'énergie, de transport, en fait, avec une énergie grise colossale. Alors je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire que si on pousse le raisonnement, vous, si vous enseignez cela, c'est pour que ça serve. Le savoir intrinsèque dont on parlait tout à l'heure, celui qu'ils doivent retenir, c'est la notion de cycle de la matière. Mais le savoir essentiel, c'est celui pour lequel est destiné ça. On peut effectivement remplacer la faune du sol par des engrais, mais on peut aussi rétablir une faune du sol pour ne plus avoir à mettre des engrais, des intrants, et avoir tous les problèmes de pollution et autres. En gros, il existe d'autres formes d'agriculture. Alors vous allez me dire, vous êtes engagé. Mais bien sûr qu'on est engagé. Mais dès l'instant où on reste sur des faits,
effectivement, nous avons parfaitement le droit de nous engager. Je vais passer là-dessus parce que sinon je vais prendre trop de temps. On fait faire aux élèves ces classifications, mais en fait, le seul truc qui nous intéresse véritablement, c'est de dire qu'on a des aliments qui sont dans le groupe 1, les aliments bâtisseurs, protéiques, calcium, etc. Des aliments qui sont des aliments énergétiques, glucides, lipides, et des aliments qui sont des aliments fonctionnels que l'on a en toute petite quantité. Si je pars de cela, je vais m'intéresser à l'hygiène alimentaire. Je fais tout ceci en très peu de temps. On a une pyramide alimentaire avec les aliments dont on a besoin. Ici, c'est la conversion entre l'équivalent énergétique de nos aliments, l'équivalent sucre. Le modèle sucre est critiquable, mais derrière, une personne de ma corpulence consomme à peu près 2600 kilocalories. Ça fait 10 000 kilojoules, 4,18, ça fait à peu près 10 000 kilojoules. Bon, on est bien d'accord que ces énergies, c'est des énergies profs, mais on ne va pas pouvoir raisonner avec les enfants là-dessus. Mais il va falloir donner des points de repère. Si je regarde, si je reste assis pendant 1 heure, je vais en fait utiliser 3 grammes. C'est-à-dire que si je reste assis pendant 1 heure, je vais utiliser moins d'un sucre pour rester assis. Si par contre je bouge, je cours, je vais multiplier par 5 à 10 ma consommation de sucre. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est en science, l'énergie ne va rien signifier. On va être obligé de prendre ce qu'on peut appeler des unités arbitraires ou des choses qui vont donner du sens aux unités que l'on va pouvoir utiliser parce que la notion d'énergie va être très très peu fixée. Alors effectivement, une fois qu'on a dit ça, qu'on voit qu'on a un métabolisme de base d'à peu près 10 000 kilojoules, que 6700 c'est la quantité, on va laisser tomber ça, c'est la quantité dont on a besoin pour renouveler nos cellules, etc., que 10% c'est la régulation contre le chaud ou le froid. Vous avez compris pourquoi tout à l'heure les poulets on les chauffait? C'était parce qu'on ne voulait surtout pas qu'ils dépensent de l'énergie à se chauffer. On préfère chauffer avec des lampes. Travail digestif, travail musculaire. Et vous avez compris pourquoi on ne voulait pas qu'il bouge? Parce que, en fait, c'est 2500 ou c'est 5000, 6000. Ça dépend de votre activité. Et donc, globalement, vous voyez que ce que l'on utilise dans un élevage de poulets, c'est exactement ces concepts scientifiques-là. Je voudrais aller un petit peu plus vite maintenant là-dessus. Alors, je vais parler d'horreur. Oui, la question du scorbut avec les dents qui tombent sont dues à des maladies par carence. Les maladies par carence, vous retrouvez ça dans d'autres vidéos. Tout le détail de cela, je vais juste à l'essentiel. Il existe des maladies par carence, tel le scorbut, c'est l'exemple historique, esclave, lime, citron, etc. Les maladies par carence, c'est à peu près 800 millions de personnes sur Terre, dont d'ailleurs 650 millions de personnes qui sont des agriculteurs. Comment les agriculteurs peuvent-ils avoir des maladies par carence alors qu'ils produisent des aliments? Tout simplement parce qu'ils ne produisent pas d'aliments. Ils produisent du coton, ils produisent des fibres, mais ils ne produisent absolument plus de choses qui leur permettent de se nourrir. Le marasme, maladie horrible où les enfants sont décharnés, désolé pour vous montrer ces images très dures, en limite de soutenabilité. Un gamin qui a le marasme, il a une fonte musculaire, de tous ces muscles qui ont été métabolisés pour produire le minimum de respiration dont il a besoin pour survivre. Le kwashiorkor est même pire. Le kwashiorkor, c'est ces enfants qui sont déformés par cette maladie. C'est une maladie où on manque d'un certain nombre d'acides aminés, de protéines. Et effectivement, tous les éléments du tube digestif qui ne sont pas suffisamment renforcés par les protéines n'ont pas de résistance et donc les tuyaux augmentent de volume, sont de plus en plus gros. Et en fait, le tube digestif est complètement dilaté et rempli d'eau.
cette maladie est relativement horrible dans ses manifestations. D'accord, c'est spectaculaire, c'est une horreur, et je ne nie pas que ce soit une horreur, bien sûr. Je ne vais pas vous parler des maladies cardiovasculaires, je vais juste vous prendre l'exemple de l'obésité, mais en quelques mots. Car les maladies par excès, c'est quand même 1,2 milliard de personnes sur Terre. Les maladies par excès touchent plus de monde maintenant que les maladies par carence. Et elles touchent plus de monde, elles touchent les gens pauvres dans les pays riches, les gens riches dans les pays pauvres. C'est la raison pour laquelle ces maladies par excès explosent. Juste un chiffre. Alors, vous prendrez avec prudence ce que je vous dis sur l'obésité. Nous naissons, je vous la fais version simple, simplifiée, nous naissons avec 3 milliards de cellules adipeuses. Chaque fois que nous stimulons nos cellules adipeuses en les vidant, en mobilisant ce que l'on peut avoir en différents endroits de notre organisme, nous provoquons la multiplication de ces cellules adipeuses. Ces cellules adipeuses ne vont pas occuper plus de volume, elles seront en général plus petites, mais elles seront plus nombreuses. Et chaque fois qu'on fait, par exemple, un régime amaigrissant, on provoque la multiplication de ces cellules adipeuses. De ce fait, tant qu'on est jeune, les cellules adipeuses, la masse adipeuse ne prend pas plus de place, mais effectivement, les cellules sont de plus en plus nombreuses. Ce qui fait que dès l'instant où on va arrêter de faire de l'activité, nous aurons une conséquence nette, c'est que nous allons prendre du poids, car nos cellules adipeuses vont se mettre maintenant à gonfler, à restocker des lipides. Et là, effectivement, nous sommes sur une maladie qui est relativement irréversible. Est-ce qu'on a le droit, le devoir d'en parler ? Sans tomber ni dans le catastrophisme, ni dans la caricature comme ce que je vous ai fait là, puisque je vous traite ça en 2 minutes alors qu'il faudrait plutôt 1 heure. Sans tomber dans les caricatures, parce qu'on ne peut pas tenir le discours que je tiens à des enfants, de la même façon que j'estimerais indécent de montrer ce genre d'image à des enfants. Parce que c'est anxiogène, mais c'est anxiogène pour... Enfin, la vérité est elle-même déjà suffisamment grave, c'est pas la peine de rajouter dans le catastrophisme. Donc, si je reviens à ça, doit-on parler de l'obésité ? Oui. Oui, d'ailleurs, le jour où j'enregistre cette vidéo, 3 semaines avant, nous avons eu le rapport sur l'obésité qui est tombé en France et qui montre que la moitié des Français sont sur cette question de l'obésité. Faut-il ? Donc oui pour en parler, mais pas en parler n'importe comment. Ce genre de graphique est pour moi de l'ordre du toxique. Laissez croire qu'il existe des gens normaux. En plus, regardez ce qui est écrit dessous. Sains. Il y a des maigres anormaux, il y a des sains, et puis il y a des surpoids, obésité et obésité extrême. Mais effectivement, là, vous avez le devoir de crier, de vous insurger contre ce genre de graphique. Car c'est tout sauf de l'éducation à la santé. C'est prendre un indice de masse corporelle, c'est-à-dire simplement un indice, et lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire, ce qu'il ne doit pas dire. C'est donc du détournement scientifique. Si vous faites faire un IMC à un gamin et que votre gamin se trouve déjà en surpoids, quel que soit son âge, vous voyez bien que vous allez aller bien au-delà de ce que doit être votre rôle. Et en plus, vous allez sortir de la vérité scientifique. Donc, méfiance. L'indice de masse corporelle n'est qu'un indice. La santé se conçoit en termes de bien-être pour la personne, de bien-être dans la société et bien-être dans la tête. L'éducation à la santé a plus pour but d'apprendre aux gens à vivre avec leurs différences que de stigmatiser des gens qui sont trop gros ou trop maigres. Faites donc toujours attention au danger de l'hygiénisme, au danger de ce côté maladie, de ce côté déterminisme. L'obésité, c'est parce qu'on mange trop. Non, il y a plein de causes d'obésité. Donc, méfiez-vous de ne pas vouloir traiter ces questions complexes de façon complètement simple. La digestion, je le montre en 15 secondes. Dans les programmes, nous avons effectivement à montrer en quoi et comment notre organisme digère. Mais même si ce n'est pas mis dans les programmes, soyons clairs, il serait logique de montrer qu'un homme tout seul, ça ne peut pas digérer. Il a besoin du microbiote qui fait pratiquement la moitié du travail.
Et donc, même si dans un programme, on ne montre qu'une partie, alors pourquoi c'est dangereux de ne laisser que cette partie-là? Eh bien, c'est parce qu'on laisse croire qu'un homme peut vivre tout seul, qu'une vache peut digérer toute seule, qu'un cheval peut digérer tout seul. Et non, nous ne pouvons pas nous en sortir si nous n'avons pas le vivre ensemble avec notre microbiote, un certain nombre de micro-organismes. D'ailleurs, si je vais plus loin, par rapport à notre microbiote qui fait quand même une bonne partie du boulot, quand nous sommes des déficients du tube digestif, incapables de digérer, par exemple, le lactose, eh bien, on fait du yaourt. On prend des micro-organismes, lactobacilles, streptocoques, et on leur fait digérer le lactose qu'on n'est pas capable de digérer correctement pour pratiquement 2 personnes sur 3, on leur fait digérer. Et en fait, derrière, on va prendre du prédigéré par des micro-organismes. Les micro-organismes-là sont plus dans notre tube digestif, ils sont dans le yaourt. Mais manger du yaourt, c'est manger quelque chose qui est encore vivant. La preuve, c'est que si vous ouvrez un yaourt, que vous le mettez au chaud, tous ces streptocoques et tous ces bacilles vont se remettre à continuer de travailler. Bon, je ne développe pas le côté levure dans du pain. En gros, nous ne pourrions pas vivre sans les micro-organismes. Je ne vais pas redévelopper cet aspect-là sur la production énergétique. Je ne vais pas non plus développer toutes les conséquences de l'assimilation des nutriments, la respiration, la confusion entre ventilation pulmonaire, respiration cellulaire, la nécessité de voir tout ceci dans la complexité. Je vais maintenant conclure sur la question des ouvertures sur les éducations A. En fait, si on fait des SVT, c'est pour effectivement de la culture scientifique, on est bien d'accord, mais c'est aussi le lien entre l'éducation à la consommation et l'EDD, que c'est ce qu'on vient de faire il y a quelques instants. C'est faire de l'éducation à la santé. C'est-à-dire nous avons des besoins alimentaires qu'il va bien falloir distinguer de nos envies. On va faire de l'éducation nutritionnelle, on va faire de l'hygiène, mais pas de l'hygiénisme. On va faire de l'éducation au goût. On va parler de façon critique des normes alimentaires. On va parler de l'éducation à la différence. On va parler de l'éducation à la prévention, au bien-être. Toujours en éducation à la santé, dans ce que j'ai pris dans le petit 3. On va faire de l'éducation alimentaire au goût et on va insister sur notre dépendance aux micro-organismes. On va lutter contre l'hygiénisme ambiant. Qui consiste à vouloir toujours se débarrasser des micro-organismes. On va faire je n'ai développé là, vu que j'ai déjà développé tout à l'heure les questions d'éducation à l'environnement, je ne les redéveloppe pas là, je me suis centré ici sur la santé essentiellement. On a des liens entre nos besoins et la consommation, la prise en compte de nos capacités physiques, de nos besoins. Si maintenant j'ouvre un petit peu plus sur l'ouverture sur les éducations A. Je vous conseille d'aller regarder le rapport du ministère de l'Éducation nationale sur les propositions pour renforcer l'éducation au développement durable à l'école et au lycée. Principe référentiel démarche, c'est récent, c'est mars 2023, avec le sommaire ici du document que vous avez ici. Sur ce document, je ne fais donc qu'en résumé les grands axes. Sur le plan de la recherche, on définit les éducations A comme étant des savoirs interdisciplinaires. Même pas d'ailleurs des savoirs, mais les croisements interdisciplinaires, transdisciplinaires. On ne peut pas faire des éducations A si on ne traite pas de la question des valeurs. Or, nous ne partageons pas tous les mêmes valeurs, donc ça va conduire immanquablement à des questions socialement vives. En 2 mots, une question est socialement vive lorsqu'elle est encore vive dans le champ des scientifiques, ce n'est d'ailleurs pas toujours le cas. Le changement climatique est plus vif chez les scientifiques, il n'est plus vif que dans la société, ou il est vif dans la classe. En gros, ces solutions-là, dès qu'on va les mobiliser, ça va conduire les élèves à être très vivants, mais parfois à être vraiment très 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 vivants. Et effectivement à mobiliser des techniques pédagogiques de débat, de jeux de rôle, etc., qui vont être très différents de l'enseignement scolaire classique. Mais si on fait tout ça, c'est pour changer. Changer quoi? Les attitudes ou les comportements? C'est 2 choses qui n'ont rien à voir avec ces confusions entre sensibilisation et éducation. Si je reprends les termes en résumé, de ces propositions, c'est
les questions sur l'éducation A, ce ne sont pas que des savoirs, des savoir-faire ou des savoir-être, ce sont aussi des compétences. Et globalement, nous avons, quand nous enseignons, à mettre en place les principes d'une éducation scientifique et technologique impliquant l'ensemble des disciplines scolaires. Nous ne pourrons donc pas traiter, dans l'exemple que je vous ai présenté aujourd'hui, uniquement des SVT. Nous allons faire une éducation à la complexité et nous allons faire une éducation à la citoyenneté éclairée. Vous avez compris pourquoi je vous ai pris ces exemples? Pourquoi je vous ai parlé du ver de terre, du cycle de la matière dans les sols et du choix entre une agriculture industrielle ou de l'agroécologie ou d'autres formes? En fait, la science est là pour éclairer. Éclairer, ça veut dire ouvrir. Ça ne veut surtout pas dire justifier de. Si maintenant, je vais un peu plus loin. Si on a ces objectifs éducatifs, on doit effectivement mobiliser un certain nombre de compétences. Des compétences systémiques qui nous amènent à nous ouvrir à la complexité des thématiques de développement durable. On va devoir faire preuve d'esprit critique pour aborder les problématiques de développement durable en intégrant bien, je ne l'ai pas écrit là, mais c'est un petit peu plus loin dans le rapport, les questions en fait de prospective, c'est-à-dire d'incertitude et les questions d'échelle de temps et d'espace. On va devoir aussi adopter des comportements éthiques et responsables. Si on fait de l'éducation scientifique, c'est pour qu'il y ait effectivement des comportements, attitude, comportement, je ne vais pas le distinguer là aujourd'hui, éthique et responsable. Mais le terme mis dans ce rapport, ce n'est pas le terme d'attitude, c'est le terme de comportement. Éthique et responsable, ce que par ailleurs je vous ai présenté sous forme de compétences en termes d'éthique et de responsabilité. Et puis le dernier, c'est si on veut faire des éducations A, il va falloir que les gens agissent. Il ne va pas falloir uniquement changer les attitudes, il faudra bien changer les comportements. Mais il faudra que leur comportement, leur agir, qui est aussi bien individuel que collectif, pas l'un ou l'autre, il va falloir qu'il soit orienté vers ce qu'on va appeler un monde durable, dont je n'ai pas le temps de vous distinguer les caractéristiques, mais qui vont s'orienter vers un certain nombre de valeurs, de biens communs, de partage et de durabilité. Mais là, j'ai réouvert la boîte de Pandore avec cette question de durabilité. Merci de votre attention.